C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. La manchette qui a attiré notre attention ce matin est celle du Yediot Aharonot parce qu'elle semble être le reflet d'une terrible fatalité politique en Israël. Nous fonçons vers de nouvelles élections, annonce en effet le grand quotidien israélien en grand titre de son édition de ce vendredi. Netanyahou et Gantz ont 18 jours pour régler la crise du budget de l'État, mais les deux leaders, les deux premiers ministres, se retranchent derrière leur position et paraissent incapables de faire la moindre concession, le moindre compromis pour empêcher la dissolution du Parlement israélien et la tenue de nouvelles élections, les quatrièmes en 2 ans. Le Yediot Aharonot explique que la situation est telle qu'aucun ordre du jour n'a été déposé pour la réunion du Conseil des ministres de dimanche, ce qui est exceptionnel. Explication à Bleu-Blanc, on craint en effet que le Premier ministre entende faire voter le budget de l'État 2020 lors d'une manœuvre précipitée. Et c'est pourquoi on refuse donc de valider l'ordre du jour du Conseil des ministres de dimanche. Et ce matin, les commentateurs politiques du Yediot Aharonot avancent prudemment leurs pronostics, leurs explications face à cette situation stupéfiante parce qu'elle intervient, rappelons-le, en particulier en pleine crise sanitaire et économique. Nahum Barnea et Tova Tzimouki écrivent ce matin « Il n'y a pas de symétrie dans le gouvernement d'urgence nationale alors que le Likoud s'excite, Bleu-Blanc hésite. Car s'exciter, ce n'est pas vraiment dans l'ADN du parti de Benny Gantz et même les leaders du parti centriste considèrent qu'au bout du compte, c'est Binyamin Netanyahou qui remportera le bras de fer. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la loi du plus fort qui l'emporte toujours dans la politique israélienne quand Binyamin Netanyahou est présent. Si McEdmond parle du jeu des élections, ni Gantz ni Netanyahou ne voient en face d'eux le bien de la population israélienne, ils ne voient qu'un problème politique. En résumé, comment Netanyahou conserve la porte de sortie du budget de l'État pour ne pas avoir à céder dans 1 an le pouvoir à Benny Gantz, et Gantz qui tente, lui, timidement de l'en empêcher. Amit Segal lui écrit, toujours dans le Yediot Aharonot, que l'énigme du mois, peut-être même de l'année, sera de savoir si Binyamin Netanyahou a bel et bien décidé de projeter le pays vers de nouvelles élections ou non. Ou bien peut-être a-t-il décidé de détenir en otage toute la classe politique sous la menace d'élections. Mais une chose est sûre, écrit Amit Segal, cette classe politique considère cette menace actuellement avec le plus grand sérieux. Yuval Diskin, l'ancien chef du Shin Bet, sous Binyamin Netanyahou, qui est l'un des principaux opposants au Premier ministre depuis plusieurs années, explique que la stratégie de Netanyahou est faite de fake news, d'incitation à la haine, de théories de complot et de mise en avant de ses soi-disant compétences exceptionnelles. C'est un génie, un stratège sécuritaire, etc., etc., écrit Yuval Diskin. Celui qui a travaillé à ses côtés a du mal à croire qu'il s'agit là du même hystérique qu'il a côtoyé. Fin de citation de cet éditorial très virulent de l'ancien chef du Shin Bet israélien. Le Israël Hayom lui mentionne aussi la crise du budget et parle d'explosion politique imminente. Et puisque l'on est dans l'atmosphère préélectorale, eh bien le quotidien gratuit reprend le sondage réalisé et diffusé hier soir par la chaîne 13 de télévision israélienne qui indique que le Likoud continue à s'affaiblir, que Bennett et Yamina continuent à se renforcer et que Benny Gantz continue à s'effondrer. En données de sièges, cela donne 29 sièges seulement pour le Likoud, 19 pour Naftali Bennett, 17 pour Lapid et 8 petits mandats pour Benny Gantz. Le bloc de droite orthodoxe conserve 62 mandats, donc une majorité absolue. Même tendance à constater dans le sondage diffusé hier soir par la chaîne de télévision publique, la 11. Le Israël Hayom, lui, consacre sa manchette à une autre préoccupation nationale, celle de la lutte contre le Covid-19. Et le quotidien donne en première page et en manchette la parole à Roni Gamzou, le coordinateur national, qui a présenté avant-hier son plan d'action et qui met en garde les Israéliens. Attention, c'est actuellement la dernière opportunité pour éviter un confinement général. Des nominations, explique-t-il, j'ai avancé une stratégie. Plutôt qu'un confinement imposé d'en haut, une conduite responsable réalisée d'en bas par les citoyens israéliens. Chaque communauté doit y mettre du sien et doit renoncer à un peu de bien-être personnel pour le bien-être de la collectivité. Les orthodoxes doivent cesser leur mariage avec des centaines de personnes, tout comme les manifestants de Balfour doivent prendre soin de respecter les règles de distanciation sociale. Car même si manifester est un droit démocratique, écrit Roni Gamzou ce matin dans le Israël Hayom, le virus ne fait pas de distinction entre manifestants et mariage.
Le Maariv, lui, se penche sur ce que pensent certains experts du plan présenté par le professeur Gamzou lors de la réunion du cabinet interministériel restreint. Ce fameux plan en forme de feu de circulation, rouge, orange et vert, et un plan qui doit permettre aux conseils régionaux et locaux ainsi qu'aux municipalités de veiller elles-mêmes au respect des règles afin que leur localité, leur conseil aspirent toujours à être dans le vert. Et le Maariv cite ce matin celui qui a été notre invité il y a quelques instants sur Studio Kalita, le professeur Cyril Cohen, qui est chef du département d'épidémiologie de l'université de Bar-Ilan, et celui-ci affirme qu'il faut, et comme le pense Roni Gamzou, éviter par tous les moyens un confinement général. La courbe, écrit-il, est de facto en baisse. C'est ce qu'annonce donc en tout cas le professeur Cyril Cohen en s'alignant donc sur la position du coordinateur général. Dans le Israël Hayom, le professeur Haggai Levin se dit convaincu aussi qu'un retour à un confinement général entraînerait des dégâts terribles pour l'économie israélienne. Les quotidiens reviennent sur les annonces faites hier sur les progrès intervenus en Israël dans la recherche d'un vaccin. Il s'agit des communiqués de l'Institut biologique de Ness Yona qui compte parmi les instituts à la pointe de la recherche d'un vaccin. L'objectif, annonce le Israël Hayom, est de parvenir à un vaccin en service à la fin du mois de mars prochain. Les quotidiens israéliens se félicitent de ces progrès, mais rappellent également que d'autres instituts à travers le monde sont déjà bien plus avancés que celui de Ness Yona, qui n'entamera ses tests sur des êtres humains qu'après les fêtes de Tishri. Autre information intéressante dans le quotidien proche de la droite israélienne, une enquête réalisée par l'hôpital Asuta qui révèle que même les directeurs des grands hôpitaux israéliens se montrent très critiques envers la gestion de la crise par le ministère de la Santé et déplorent les zigzags dans les mesures visant à lutter contre le coronavirus. Et puis ce matin encore, les quotidiens israéliens, les sites d'information, les journaux télévisés nous fournissent une multitude d'informations, des analyses liées à la catastrophe du Liban. Le Haaretz et le Maariv nous indiquent ensemble que ce matin que 15 personnes dont le directeur du port de Beyrouth ont été arrêtés par les forces de police libanaises. L'armée a pris le contrôle du port. Le site annonce que des manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre la corruption au sein du gouvernement libanais. Le Yediot Aharonot est plus précis. Et il rappelle à notre mauvais souvenir, dirons-nous, un homme, Wafik Safar, qui est un des responsables du Hezbollah, qui au lendemain de la seconde guerre du Liban avait cruellement dissimulé toute information sur l'état des deux réservistes israéliens Eldad Regev et Ehud Goldwasser qui avaient été capturés par le mouvement chiite le long de la frontière le 12 juillet 2006, le premier jour de la seconde guerre du Liban, jusqu'à ce qu'ils restituent en Israël leur cercueil. Eh bien, il s'avère que ce même Wafik Safar est aujourd'hui l'homme fort de Nasrallah dans le port de Beyrouth, et c'est lui qui connaissait parfaitement l'origine des produits explosifs qui sont à l'origine de la catastrophe dans le hangar numéro 12. Les quotidiens israéliens reviennent également sur la visite d'Emmanuel Macron à Beyrouth hier, sur son message de solidarité. Ils se font le reflet également de la révolte et de la colère des habitants de Beyrouth, telle qu'elle s'est exprimée devant le président français, mais également lors de manifestations contre le pouvoir corrompu. Les journaux citent Emmanuel Macron, qui a promis que l'aide internationale n'arrivera pas aux corrompus, mais au peuple directement. Le Makor Rishon, qui paraît le vendredi, écrit sous la plume de son rédacteur en chef, Haggai Segal, que même si l'État d'Israël peut et doit tenter de faire un geste humanitaire envers le Liban, il ne doit pas oublier que le souffle de l'explosion ressentie avant-hier est exactement ce que le gouvernement libanais souhaitait à l'État d'Israël et à Tel Aviv depuis de nombreuses années. Enfin, pour clore ce journal, les quotidiens israéliens se font l'écho de la prise d'otage qui s'est tenue hier soir au Havre, lorsqu'un terroriste islamiste, fiché S, apparemment malade mental, s'est retranché dans une succursale d'une banque avec des otages et a réclamé la libération de détenus palestiniens. Le journal a bouclé avant la fin, on va dire la fin positive de cette prise d'otages, puisque tous les otages ont été libérés. Je nous rappelle que Le Havre est la ville de l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.